Bienvenue en ce dimanche 3 novembre pour le sujet que vous avez choisi cette semaine, qui est le sujet de la santé mentale. Alors j'imagine, c'était une reproposition, j'imagine que vous avez été inspiré parce que je ne me souviens plus exactement sur quelle date, mais au mois d'octobre, on avait la journée internationale de la santé mentale qui est passée un petit peu inaperçue, j'ai eu l'impression, dans le monde francophone. Or, dans le monde anglophone, c'était pris très au sérieux. En tout cas, je vois que ça a dû vous impacter parce que vous m'avez reproposé, en tout cas une personne en particulier m'a reproposé ce sujet de la santé mentale. C'est un sujet qui est vaste. Ce que je vous propose aujourd'hui, comme d'habitude, je vais essayer de vous livrer. Alors aujourd'hui, en l'occurrence, ce seront 4 points. Je vais vous parler de 4 points. Alors soit, j'imagine de toute façon qu'on va les aborder en commentaire, mais je prendrai soin de prendre quelques minutes à la fin du live pour pouvoir rebondir sur ces points-là et vous les transmettre au travers de 4 mots qui vont vous renvoyer au point dont je vais vous parler. Alors le petit débat entre guillemets que je vous propose pour commencer, il est le suivant. Comme je vous disais, il me semble, alors vous m'arrêterez si je me trompe, que la santé mentale, c'est pas un truc dont on a super conscience. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de fitness, on entend parler beaucoup de manger bio, de prendre soin de son corps, etc., de prendre soin de soi. Et souvent, quand on demande aux gens comment ils prennent soin de leur personne, eh bien, c'est... bon, alors je parle pour le public féminin, mais je pense que ça concerne aussi les hommes, le fait de prendre soin de son physique, de se faire joli, de se faire beau, de se parfumer, de se mettre de la crème, de faire du sport, de manger sainement, etc. Mais comment... Ah pardon, j'étais en train de lire un commentaire. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour prendre notre santé... Enfin voilà, comment on met en avant l'importance de cette santé mentale, comment on en prend conscience? C'est pas trop un truc, j'ai l'impression qu'il y a le vent en poupe, si je peux dire ça comme ça. Alors vous me direz si je me trompe. En tout cas, pour commencer un petit peu ce débat, cet échange, voilà, ce live participatif, parce que si vous ne me connaissez pas, je suis Émilie, Émilie Antoine, je suis psychologue, je propose des formations et des consultations en ligne par téléphone et par webcam. Donc vous avez le site mapsyenligne-chez-moi.fr. Si vous voulez faire un tour dans le côté formation, j'offre d'ailleurs 2 programmes. Il y a des formations qui sont dans lesquelles vous investissez et il y a des programmes que je vous offre. Donc il y a un programme qui s'appelle 3 secrets du travail sur soi, qui est un programme audio, et il y a un programme mail quotidien qui s'appelle comprendre la psychologie, les émotions, la pensée et le comportement humain, que vous pouvez y accéder sur Instagram dans ma bio. Vous pouvez aussi accéder à mon agenda et prendre rendez-vous en ligne dans ma bio, et je vous mettrai tout ça aussi en barre d'infos sur YouTube, parce que oui, vous me le demandez à chaque fois. Oui, je vous mettrai le replay sur Instagram si tant est que je me plante pas au moment de l'enregistrer, et je le mettrai aussi sur YouTube. Alors en général, ça se passe entre le dimanche soir et le mardi matin. Voilà, c'est le laps de temps que je m'accorde pour pouvoir vous mettre ça en live, en replay, pardon. Alors, d'ores et déjà, comme je vous disais, je vous invite à répondre à la proposition, au questionnement suivant. Voilà, je vous propose qu'on se questionne ensemble sur pourquoi justement on a si peu conscience de l'importance de notre santé mentale, à partir des constats suivants. Si vous faites partie de mes abonnés mail, je vous interrogeais sur, déjà, est-ce que vous avez conscience, j'ai fait un petit titre, un titre de mail que je me suis amusée d'écrire, marqué est-ce que vous calculez au moins votre SM? Alors là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont ouvert le mail avec l'espoir d'entendre parler du sadomasochisme. Et non, boum, moi je vous parle de la santé mentale. Et là, je vous disais, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre santé mentale? Quelles actions vous menez? Dans quelle mesure vous en avez conscience? Voilà, je voulais vous interpeller un petit peu, vous challenger là-dessus. Et là, du coup, dans ce live participatif, ce que je vous propose, voilà, c'est vraiment de me faire part de vos hypothèses. Pourquoi on a si peu conscience de notre santé mentale, de l'importance de santé mentale, et peut-être dans ce manque de conscience de cette importance de cette santé mentale, qu'est-ce qu'on souhaite éviter, mais aussi en prenant soin de sa santé mentale, qu'est-ce que cela nous permet d'éviter? Alors je vous laisse répondre un petit peu en commentaire. Je vais juste me mettre un petit peu à l'aise, attendez. Alors voilà, me revoilà, alikoum salam, bienvenue à tous, me revoilà. Alors je sais que vous allez me détester si vous vivez en Europe, parce que c'est l'automne-hiver, mais là où je suis, il fait hyper chaud et j'ai fermé la fenêtre et allumé la climatisation. Voilà, vous pouvez me détester.
Alors, je vous écoute. Je vais lire un petit peu ce que vous m'avez proposé en commentaire. Donc, si vous arrivez au fur et à mesure, bienvenue. Et je vous invite, on fait un live aussi aujourd'hui participatif sur la santé mentale. Le débat que je vous propose, voilà, pour initier un petit peu ce live participatif, bien sûr, in fine duquel je vous donnerai des clés pour pouvoir prendre soin de votre santé mentale. Eh bien, je vous propose le questionnement suivant. D'après vous, pourquoi on a si peu conscience de l'importance de notre santé mentale ? Alors, je descends dans vos commentaires. Génial l'idée de l'écran comme ça, comme audio, live. Ah, j'ai pas compris, mais merci, ok, si ça vous plaît, tant mieux. Alaykoum salam, Ouma potentiel. Alors, Sancha nous dit, c'est dur de prendre soin de sa santé mentale, j'aimerais beaucoup en prendre soin, mais j'ai énormément de mal à trouver une personne qui peut me comprendre. Alors, effectivement, comment dirais-je, voyez, une des actions importantes qui a son importance en fait pour garder un bon équilibre mental, c'est le fait de pouvoir partager ce qui se passe dans votre tête avec une personne de confiance. Ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, un professionnel quand vraiment ça commence à devenir lourd, ou alors voilà, où vous voulez quelqu'un de neutre qui vous donne un avis professionnel neutre, qui va pas projeter entre guillemets de sa propre personne, etc. Donc effectivement, le fait de communiquer, si je reprends le commentaire de Sancha, et de se sentir compris, c'est hyper important pour garder un bon équilibre mental. Je descends un petit peu dans vos commentaires. Des fois, oh là là, j'appuie sur commentaire. Des fois, on peut vivre des situations tellement incongrues qu'on ne sait pas à qui se confier, comment faire. Ce qui peut empêcher le fait de se confier, donc du coup pour justement prendre du recul vis-à-vis d'une situation et du coup ne pas que ça n'affecte pas sa santé mentale, effectivement on peut être soit bloqué par le jugement qu'on va poser, et ça je vous en parlerai plus tard dans les points aussi, le jugement qu'on va poser par rapport à ce qui traverse notre mental, ça c'est une part, le jugement qu'on pose sur ce qu'on a en tête, qui traverse notre mental, et d'autre part sur qui est en mesure de recevoir ce qu'on va donner. Bon, alors c'est moi qui fais un commentaire, pardon. Ah, comment on fait pour redescendre quand... Ah, ça y est. Attendez, voilà, ce que je vous disais, donc, il y a ce prisme de comment nous, on juge de ce qu'il y a dans notre tête et de trouver quelqu'un qui va être en mesure de recevoir ce que vous allez donner. Et ça, c'est vrai, c'est un enjeu. Sinon, c'est exactement ce que je médite en ce moment. Je me dis... vous avez vu, on a une petite mouche qui est avec nous. Je me dis qu'extérioriser nos émotions par le sport ou l'écriture, etc., c'est pas suffisant. Je me dis qu'on a besoin d'écouter nos ressentis. Oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être pas suffisant, Shada, mais c'est un super début quand même. Parce que si vous avez conscience... Alors, souvent, extérioriser les émotions, ce qu'on cherche à extérioriser, c'est plutôt la colère, la frustration, la tristesse. L'écriture, c'est un bon outil parce que ça permet justement de mettre les choses... Alors, comment dirais-je, de sortir ce qu'on a dans sa tête et de le mettre en perspective. Et le sport, ça permet de sortir les tensions que peuvent créer ce que vous avez au niveau de votre mental qui peut être lourd, mais c'est vrai que parfois le fait d'avoir l'écriture, ce qui peut manquer, c'est aussi la perspective qu'un autre cerveau peut vous apporter, si je peux dire ça comme ça. Alors je me dis qu'on a besoin d'écouter nos ressentis, et alors là, les émotions, les ressentis, il faudrait que vous me disiez voilà c'est clair, hein, ça en fait partie, hein, c'est-à-dire que si je reformule ce que Shada nous disait, le fait d'être à son écoute, que ce soit l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, de ses intuitions, etc., c'est une manière de laisser de la place en fait à votre santé mentale d'exister, si je peux dire ça comme ça. Merci pour ce live, je regarderai le replay, c'est toujours un plaisir d'en apprendre sur la psychologie. Avec plaisir, Sancha, à bientôt. Hop, attendez, hop, je redescends, alaykoum salam. Merci, je vois que vous arrivez beaucoup, donc ça fait plaisir. Pas de haine envers toi-même, s'il caille ici. Oui, c'est vrai que j'y suis pour rien. Alors, Zora El Bennett nous dit 1. Parce qu'on n'a pas cette habitude de se questionner sur notre nous, c'est vrai. 2. Éviter le burn-out, faire l'autruche permet d'avancer, mais souvent notre corps nous rappelle à l'ordre. Et je vous dirais en plus, alors vous avez tout à fait raison, on n'a pas cette habitude de se questionner sur nous, et c'est pas quelque chose
comment dirais-je, la manière dont on est scolarisé, éduqué, instruit, c'est pas quelque chose qui est forcément encouragé que de prendre le temps pour méditer un petit peu, de se dire ok, comment je vais, etc. Vous voyez, de vraiment se poser la question. Et du coup, c'est vrai que vous dites, on développe plutôt ce positionnement-là de faire l'autruche en pensant que ça nous permet d'avancer. Alors qu'en fait, pas du tout. Quand vous faites l'autruche, vous mettez la tête dans le sable, ou que vous mettez ce que vous avez dans votre mental sous le tapis, ça grossit, ça grossit, ça grossit, cocotte minute, après vous connaissez la suite. Le burn-out, la dépression, donc effectivement, c'est hyper important de prendre soin de sa santé mentale, parce que ça permet d'éviter des troubles psychologiques ou psychiatriques. Je pense que ça participe, que c'est comme la santé du corps en fait. Vous allez faire des choses pour mettre des choses positives dans votre corps, vous allez optimiser votre santé, vous allez mettre en place des actions, et je reviendrai sur ça plus tard aussi, pour optimiser votre santé mentale, et vous allez éviter aussi des heurts tels que le burn-out ou des maladies telles que, en tout cas, vous allez faire le plus de causes possibles pour éviter des maladies, effectivement, comme la dépression, mais aussi pour travailler sur l'angoisse, l'anxiété, des choses comme ça de l'ordre de la santé mentale qui peuvent nuire lourdement aux personnes. Souvent, notre corps nous rappelle à l'ordre. Et oui, et je rebondirai sur ça aussi quand j'aborderai la notion d'équilibre. Retenez bien, le corps et l'esprit, c'est souvent quelque chose qu'on scinde, si je peux dire ça comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure au début, il y a beaucoup de trucs de fitness, d'être sportif, d'avoir une bonne hygiène de vie qui est mis en avant au travers du sport et de la bonne alimentation, mais au travers des choses positives qui nous traversent l'esprit, peut-être on y accorde moins de temps. Et effectivement, quand ce qu'on appelle le psychosomatique, quand au niveau de la psyché vous ne traitez pas, votre corps, entre guillemets, il en prend un coup. Votre dos vous dit je suis tendu, vous avez mal au bas du dos, vous avez mal au cervical, vous pouvez développer aussi des soucis au niveau gastro c'est-à-dire au niveau intestinal, estomac, etc. Donc c'est une question que je pose souvent dans les accompagnements. Vous en êtes où dans votre corps? Vous avez mal quelque part? Bon, peut-être ça fait bizarre qu'une psychologue pose la question là, mais ça en dit long. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah d'ailleurs, on a le collègue Youssef Brigi qui dit, alors lui qui est spécialiste plutôt du corps qui est ostéo, si je me trompe pas, et si je me trompe, il voudra bien m'excuser. Il nous dit que c'est étroitement lié à l'alimentation et à notre respiration et à notre stress. Tout à fait. La santé mentale, ça a un impact au même titre que le corps. Vous voyez que, en fait, si vous voulez, c'est interconnecté. Si effectivement la manière de s'alimenter, la manière de respirer, c'est vrai que quand on entend une personne, parler, bon là je parle vite parce que j'essaie de traiter un maximum de commentaires et tout, mais dans la manière de parler, de respirer, souffle court, souffle long, etc. Bon, Youssef, il pourrait nous en dire bien plus sur le sujet que moi. Et notre stress, c'est-à-dire notre manière aussi de réagir aux événements, ça va aussi impacter. Tout ça, c'est lié. Le corps, la santé mentale, tout ça, c'est lié. Et tout ce qui gravite autour de ça, ça a un impact. Safia nous dit, on ignore notre santé mentale car on ne nous a pas appris à le faire. Exactement, exactement. Et alors là, je vais vous dire le mot responsabilité, je rebondirai à la fin. Est-ce que ce n'est pas notre responsabilité en tant qu'adulte de nous auto-former, nous auto-éduquer, nous auto-instruire par rapport à ça, pour nous et aussi pour pouvoir nous transmettre une autre approche à nos enfants? Alors, prendre soin de sa santé mentale, c'est écouter mes besoins, m'accorder du temps pour éviter le burn-out. Alors, Jihan, tout à fait. C'est écouter ses besoins, y répondre et m'accorder du temps pour éviter le burn-out, dit-elle. Alors, vous voyez, vous allez me dire, je suis un petit peu tatillonne sur les mots, mais je suis comme ça. Je vous dirais, vous accorder du temps pour... optimiser votre épanouissement, vous sentir la meilleure version de vous-même. Pas en mode, vous voyez, quand on dit éviter le burn-out, c'est genre, attention, et on cherche, vous voyez, on est un petit peu dans une optique d'appréhension. Tandis que quand on se dit, ok, je prends soin de ma santé mentale, j'écoute mes besoins, parce que je veux optimiser ma personne, je veux avoir un esprit, être en maîtrise de moi-même, un esprit clair, un cerveau qui fonctionne bien. Enfin, vous voyez, la perspective n'est pas la même. Alaykoum salam, le petit monde de Oumi nous dit, parce qu'on nous apprend depuis petit à nous taire, de ne pas avoir mal, etc. On est conditionné pour laisser le psycho de côté. Oui, tout à fait. Alors c'est très...
C'est pas partout dans le monde comme ça. J'ai remarqué que les approches britanniques, notamment en école maternelle, ils étaient très centrés sur l'enfant, le bien-être de l'enfant, l'épanouissement de l'enfant, etc. C'est pas du tout pareil que ce que j'ai pu observer en Europe, en France, pardon. L'approche british, il me semble, n'est pas la même, en tout cas de ce que j'ai pu voir aux Émirats, de ce qu'ils ont pris de l'approche britannique. Mais effectivement, c'est plus, il faut arrêter quand on est petit, on est en mode faut arrêter de pleurer. Alors, il y a un compte sur Instagram, le nom m'échappe, c'est Marion Work, quelque chose comme ça, qui fait des super infographies sur comment l'impact en fait de ce qu'on dit, comment ce qu'on nous dit quand on est enfant impacte nos visions d'adultes. Par exemple, elle avait repris une photo, elle avait écrit c'est un enfant qui pleure et l'adulte lui dit en gros je vais t'en mettre une et tu vas savoir pourquoi tu pleures. Voilà, et donc du coup, vous voyez, c'est même de ne pas reconnaître en fait l'expression des émotions, des sentiments, etc. On doit rien montrer en fait. C'est comme si on ne doit pas être un être humain. Mais à côté de ça, ce qu'on transmet effectivement, c'est le déni, si je peux dire ça comme ça, des émotions, des besoins, des sentiments et de cette santé mentale qu'on finit par complètement négliger. Alors, Saxmom me dit « Salam, par méconnaissance du psychisme tout court. » Oui, c'est vrai. Moins on connaît quelque chose et plus on a tendance à le dénier en fait. Voire même, je dirais, à pas l'aimer. Amy Fatiha, auteur, nous dit « Parfois se sentir mal fait qu'on culpabilise et on a peur d'en parler car on ne veut pas montrer ses faiblesses et la peur du jugement. » Exactement. Et c'est pour ça que je vais vous parler après de l'ego, de comment, en fait, l'ego joue énormément dans cette décision qu'on va... Vous voyez comment on se sent de pouvoir parler, entre guillemets, de nos faiblesses, comme vous dites, de nos faiblesses, de nos vulnérabilités. En tant qu'être humain, je fais une petite parenthèse, c'est tout à fait normal d'avoir des faiblesses, des vulnérabilités. Mais effectivement, quand on a un petit problème d'ego et que du coup, ce problème d'ego, si je puis dire, cette problématique de l'ego, nous empêche de demander de l'aide, parce qu'on a honte, parce qu'on culpabilise, parce qu'on ne veut pas montrer ses faiblesses, on a peur du jugement, là c'est une problématique qui dort de l'ego. Et pour pouvoir optimiser sa santé mentale, à un moment donné, tout à chacun, on a besoin de l'autre. Et c'est là où il faut faire un travail sur l'ego. J'ai écrit A dans ma matrice qui écrit B dans les commentaires, ça m'a fait rire, voilà, c'est pour ça que j'ai rigolé, ça n'avait rien à voir avec le commentaire précédent, excusez-moi. Alors, Sobrown, alaykoum salam, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce que la santé mentale d'abord? C'est une bonne question. La santé mentale, si vous voulez, en fait, qu'est-ce que la santé mentale? Ça regroupe, je pense, un ensemble de paramètres psychologiques, physiologiques, chimiques, hormonaux, neurologiques, qui vont faire que, si je grossis le trait, vous allez vous sentir bien et que votre fonctionnement va être optimal. Voilà, si je vous fais une petite phrase comme ça en mode Wikipédia, c'est ce que je vous dirais, mais si vous avez... N'hésitez pas à mettre en commentaire, d'après vous, qu'est-ce que c'est la santé mentale? L'écriture aide beaucoup à exorciser. Oui, c'est ce que je disais toujours tout à l'heure, pardon, Fatiha, Amy Fatiha, c'est que écrire, c'est très utile pour pouvoir mettre en perspective et mettre les choses à leur place, si je peux dire ça comme ça, et vider sa tête, carrément. Alors, la psychologie est très mal vue par chez nous, vu qu'on a Allah. En fait, si vous voulez, c'est un peu... c'est les causes, effectivement, parfois, comment dirais-je, on a tendance à se dire, si je suis croyant, j'ai pas besoin de... Ça suffit, en fait, j'ai pas besoin de la psychologie. Enfin, si vous voulez, c'est comme si vous disiez, je suis croyant, donc c'est bon, j'ai pas besoin de bien manger, j'ai pas besoin de faire du sport, c'est comme si, vous voyez, au même titre que vous maîtrisez votre alimentation et vous essayez d'avoir une maîtrise sur votre activité physique, vous pouvez aussi avoir une maîtrise par rapport à ce qui vous traverse l'esprit, par rapport à ce que vous donnez à manger à votre cerveau, si je peux dire ça comme ça, enfin, vous voyez, à votre santé mentale. En fait, et la spiritualité, d'ailleurs, participe, en fait, je pense, après ça, c'est mon avis, je sais qu'il n'est pas partagé par tous mes collègues, mais la méditation, la spiritualité, c'est un grand facteur de santé mentale aussi. Nous souhaitons éviter le désagrément de certaines émotions désagréables à vivre. Oui, et on pense que pour éviter ce qui est désagréable,
eh ben, il faut l'éviter en fait. Vous voyez, pour aller au-delà de ce qui est désagréable, il faut l'éviter. Alors que pour, accrochez-vous, retenez bien cette phrase, pour aller au-delà de ce qui est désagréable, il faut digérer les choses, il faut faire face, et c'est un autre point que je veux que vous reteniez, il faut se responsabiliser. Je descends. Le sport aussi libère de l'endorphine, l'hormone du plaisir, les toxines ne nous aident pas. Oui, merci Youssef. Effectivement, comme on se disait, je ne sais plus qui c'est qui avait parlé du sport tout à l'heure, vous m'excuserez. Le sport aussi qui permet de libérer les tensions. Alors moi, c'est vrai que je vous parlais des tensions psychiques, psychologiques, etc. Mais aussi qui nous permet de libérer de l'endorphine et qui va faire que on se sent mieux et que du coup, notre cerveau, il va être aussi habitué, plus enclin à libérer de l'endorphine. Il y a aussi... Alors, il y a aussi, si vous êtes un peu, vous n'êtes peut-être pas en capacité, il y a aussi, vous savez, les câlins. Les câlins, ça vous permet aussi de libérer de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, et qui va vous permettre aussi de vous sentir mieux. Vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça. Allez, Salam Malika, moi aussi, je suis contente de te voir, ça fait plaisir. Alors, il y a Amadeus94 qui fait une bonne review sur Youssef Brigi. D'ailleurs, il faudrait qu'il nous dise en commentaire il est de quelle ville, comme ça ceux qui sont intéressés de consulter un ostéopathe pourront le trouver plus facilement. De toute façon, il a son compte Instagram tout simplement qui est Youssef Brigi, qui dit « Salam, j'ai consulté l'ostéopathe que tu recommandes, Youssef Brigi, il est top, je me sens toute légère depuis. » Super, merci pour votre témoignage. Alors je descends, hop. Les hommes arabes souvent demandent à ne pas montrer nos émotions. Franchement, c'est pas propre aux hommes arabes. Hein. Alors je sais pas, peut-être que vous en avez plus dans votre entourage, etc. Mais c'est pas du tout propre aux hommes arabes. Il y a aussi des femmes qui estiment que montrer leurs émotions c'est une faiblesse. Il y en a beaucoup. C'est pas propre du tout. Aux hommes. Franchement, c'est propre à... vous retrouvez ça dans toutes les cultures réellement. Le fait de penser que montrer ses émotions ou d'avoir des vulnérabilités, c'est une faiblesse en tant qu'être humain, c'est un truc que vraiment, honnêtement, vous retrouvez dans toutes les cultures et dans chaque genre. C'est savoir équilibrer tous ces paramètres. Ouais, justement. Et équilibre, ce mot, c'est un mot aussi que je voulais qu'on retienne ensemble, parce que c'est un équilibre, comme on se disait tout à l'heure, un équilibre entre le corps et l'esprit, un équilibre dans nos pensées, un équilibre dans nos actions. Ce terme de rechercher un équilibre mental aussi, même dans notre perception des événements, dans notre rapport aux gens, dans ce qui nous traverse l'esprit, c'est aussi hyper important pour pouvoir optimiser sa santé mentale. La santé mentale ne dépend-elle que de nous adultes? Vous pouvez développer, qu'est-ce que vous entendez par là? Je vous dirais que non, pas forcément, parce qu'il y a des maladies psychiatriques. Là, ce que ça m'évoque, ce que vous me dites, je vous dirais qu'il y a des maladies psychiatriques, comment dirais-je, qui touchent par exemple, qui touchent des jeunes adultes. Bon, après, souvent, on retrouve des points communs au niveau familial, environnemental, etc. Mais, entre guillemets, je pourrais pas dire que ça dépend pas que de nous, parce qu'on peut tomber malade pour un dysfonctionnement chimique, etc., pour une raison environnementale. Enfin, voilà, il y a des causes diverses, sans que ça dépende forcément de nous. Vous voyez, dans le sens où on n'a rien fait, entre guillemets, pour mériter ça, si je peux dire ça comme ça. Alors, Samia nous dit, pour moi, la santé mentale, c'est l'absence de souffrance de l'esprit. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait dire du coup que la santé physique, c'est l'absence de souffrance physique? Franchement, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alaykoum salam Joséphine, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne veux pas jeter la lumière sur moi, nous dit Youssef, c'est sur ma bio Insta, j'ai besoin aussi de notions psychologiques. Moi, j'aime trop travailler avec les autres corps de métier. C'est vrai que j'aime beaucoup les ostéos et les chiros, j'aime trop avoir des conversations. J'ai une amie, Yassamine Chaoukis, pour ceux qui la connaissent, qui est chiro. On a eu des discussions passionnantes sur tout ce qui est psychologie, neurologie, etc. Elle m'a appris beaucoup de choses. Moi, j'aime trop travailler avec tous les... Alors souvent, on pense aussi que les coachs et les psychologues ne s'entendent pas. Bon, on peut pas s'entendre avec tout le monde, mais franchement, moi, par exemple, j'aime beaucoup Sonia Seren, qui est coach. J'ai régulièrement des discussions super intéressantes avec elle. Enfin, je suis pas du genre à mettre tout le monde dans le même panier, quoi.
Je trouve qu'on peut tous s'enrichir en fait quand on fait un travail d'équipe comme ça entre les métiers professionnels entre guillemets de la santé, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Alors oui exactement, mais alors Matt 789 rebondit, je crois, sur la question des hommes arabes, voilà, et de leur tendance à, comment dirais-je, à considérer les émotions comme une fragilité. Oui, exactement, mais je rejoins ce que dit l'autre personne. Les musulmans sont anti-psychologie parce qu'ils disent qu'on a Allah et qu'on doit s'en remettre à lui. Alors, c'est pas tous les musulmans qui disent ça, je ne mettrai pas tout le monde dans le même panier. Vous savez qu'il y a aussi beaucoup de, comment dirais-je, si vous voulez, c'est un truc que vous retrouvez pas seulement dans la communauté musulmane, hein. Vous avez aussi, si vous voulez, que ce soit des athées ou des chrétiens, etc., qui vont aussi considérer que la psychologie, c'est pour les faibles, ou la psychologie, c'est pour les fous, enfin, vous voyez, il y aura toujours un truc comme ça qui fera que les gens, en fait, si vous voulez, ils prendront toujours une excuse, si je puis dire, pour repousser, entre guillemets, cette part d'humanité, parce que la psychologie, c'est l'étude c'est l'étude de la psyché, donc je veux dire c'est un domaine scientifique avant tout, hein, c'est pas un truc on n'est pas dans un truc un petit peu comment dirais-je ésotérique ou que sais-je, enfin vous voyez, un petit peu farfelu et tout, c'est une matière scientifique avant tout. Barakallahu fikum wa fikal baraka Youssef. Alors et je pense que quand on dit en fait il y a une anecdote comme ça, le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, Mohammed, et il avait, alors je vais peut-être mal dire, mais en tout cas on parlait du fait de s'en remettre à Allah, donc s'en remettre à Dieu, pour ceux qui connaissent pas le terme, il y avait quelqu'un qui l'avait interrogé par rapport à au fait d'attacher sa chamelle, et qui lui avait dit, c'est la confiance en Dieu, c'est le fait d'accrocher en fait je pose ma chamelle, et vraiment je vais le dire avec mes mots, hein, vous m'en excuserez, je pose ma chamelle, je place ma confiance en Dieu et c'est bon, stop. Il a dit non, tu t'accroches ta chamelle, tu places ta confiance en Dieu, et c'est ça la confiance en Dieu en fait. Donc vous voyez, c'est pareil en fait, c'est que certes, vous placez en premier lieu, vous pouvez placer votre confiance en votre Seigneur, mais il faut faire les actions à côté. C'est comme une maladie. Vous pouvez invoquer pour avoir la guérison, mais concrètement, il faut mettre des actions en place. Et ça nous envoie au quatrième mot, un des 4 mots que je voulais qu'on se mette qu'on garde à l'esprit, c'était le terme d'action, que prendre soin de sa santé mentale, ça nécessite des actions. Alors, il y a Asiyam Dekohom qui nous dit « La santé mentale englobe plusieurs paramètres, notamment sur le côté cognitif, psychologique, pour obtenir un bien-être. » Oui, alors tout ce qu'on... Attendez, je vais nous faire un petit... Hop, pour surveiller l'heure, parce que... Excusez-moi, j'ai un engagement après. Hop. Alors, le côté cognitif, alors c'est entre guillemets, c'est tout ce qui est processus de pensée, etc. Donc, la cognition, c'est ça, c'est vos processus de pensée, l'apprentissage, la lecture, le langage, etc. Donc, c'est tout ce que vous allez... donc, c'est ce qu'elle nous dit, la santé mentale, ça englobe plusieurs paramètres, notamment sur le côté cognitif. Il y a le côté conatif aussi, émotionnel et psychologique, pour effectivement donner lieu à un bien-être. Je me demande si l'entourage peut impacter sur la santé mentale sans qu'on ne puisse rien y faire. Oui, l'entourage peut impacter la santé mentale, même la santé physique. Par exemple, on a ce qu'on appelle dans les gens qui accompagnent les gens qui sont malades, donc on appelle ça par exemple les aidants, les conjoints aidants, en l'occurrence quand c'est le mari ou la femme. Et il y a beaucoup d'études, il y a une étude que j'ai lue il n'y a pas longtemps qui montrait qu'ils avaient tendance à même décéder, en tout cas être, si vous voulez, le fait d'être conjoint aidant, excusez-moi, j'ai un peu de mal à cette heure-ci, il y avait des conjoints aidants qui mourraient même, avant même les conjoints dont ils étaient en train de prendre soin. Donc oui, vous voyez, ça, au même titre que ça peut... Vous voyez, on prend soin physiquement de quelqu'un qui est malade, on en a des conséquences psychologiques et donc physiologiques qui peuvent amener sur quelque chose comme ça de fatal. Mais je dirais, effectivement, alors la santé mentale, hier, pareil, je voyais une infographie sur Instagram, j'avais partagé sur Facebook, qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a beaucoup de publications aussi qui sont à la mode sur les toxiques, les gens toxiques, les pervers narcissiques, etc. Ils sont comme ci, comme ça. En mode, on clash en fait sur tout ce qui est toxique. Mais
Et d'ailleurs, j'ai acheté un bouquin il n'y a pas longtemps, mais c'est en anglais. En gros, ce sont des études psychologiques et neuroscientifiques. Enfin, c'est tout ce qui est de l'ordre de la neuropsychologie et neurologie sur, comment ça s'appelle? Mindful. En gros, c'est la psychologie d'un bel esprit, voilà, d'un bel esprit, mais aussi c'est comment on se positionne par rapport aux événements, par rapport aux gens, pour développer un esprit, je vais pas vous dire positif en fait, c'est beautiful mind, ils disent en anglais. Un bel esprit, ça fait un peu bizarre en français, mais l'idée c'est un peu ça aussi, de se dire voilà, notre entourage, il peut impacter dans le sens positif aussi, parce que vous pouvez être avec des personnes qui vous boostent, qui vous soutiennent, qui ont un discours positif, etc., qui sont stimulants au niveau intellectuel, ça joue beaucoup, qui donnent au niveau affectueux, et ça joue beaucoup aussi. Et puis il y a l'inverse. Mais est-ce qu'on peut rien y faire? Franchement, non, je pense pas qu'on puisse rien y faire. On peut être soi-même le changement qui induit le changement chez l'autre. Petite phrase philosophique. Et puis au pire, je ne sais pas si on est forcé de rester avec les gens. Enfin, vous voyez, il y a peut-être une distance à travailler. Alors Joséphine nous dit, la santé c'est très subjectif à décrire, je trouve. Oui, ouais, c'est vrai. Bon, on pourra tous aller sur Wikipédia ou sur TLF pour avoir la définition, mais effectivement, ouais, comment on recense notre bonne santé, oui, c'est super subjectif. Il faut redéfinir la psychologie. Tarbiet Nefs existe, l'éducation de l'âme. Ouais, tout à fait. Faut-il en avoir conscience, en fait, qu'il faille faire des actions, d'avoir cette responsabilité de mettre en place des actions et de faire cette espèce, entre guillemets, de deuil de l'ego pour pouvoir mettre en place ces actions et installer un équilibre pour pouvoir optimiser sa santé mentale, sa santé physique. Ces hommes arabes sont ignorants. Encore une fois, je vous dirais que c'est pas propre aux Arabes. C'est vous trouvez de l'ignorance partout dans le monde, malheureusement. Donc, il n'y a rien de nouveau. Tawakul, faire les causes. Je pense que si on a si peu conscience de notre santé mentale, c'est qu'on a aussi peur de s'écouter, de découvrir des choses à changer, ou même on peut ne pas prendre le temps de se reconnecter à nous. Oui, alors, justement, si elle m'en voudra pas, je pense, Alicia, c'est ce qu'on travaille notamment dans le bootcamp. Je vais ouvrir les portes. Il y a une deuxième session du bootcamp pour travailler les blocages psychologiques et bosser la connaissance de soi pour être épanoui. Je vais ouvrir les portes demain. Et le deuxième bootcamp va commencer le 18 novembre. Donc, il y a des gens qui sont inscrits en préinscription. Donc, il y a déjà une bonne partie du bootcamp qui est remplie. Mais je vais quand même ouvrir les portes publiquement. Et vous voyez ce qu'elle a dit, Alicia, on a peur de découvrir des choses à changer. Et souvent, il y a un gros blocage psychologique quand les gens font un travail sur eux, qu'on retrouve fréquemment. C'est ce blocage qui fait qu'on se dit, si je rentre en moi-même, je vais découvrir des choses qui vont me faire flipper, je vais découvrir des choses sombres, je vais découvrir une personne sombre en fait, si on se méfie de soi. Et ça, vous voyez, c'est le genre de croyances limitantes qui contribuent à une mauvaise santé mentale. Parce que quand on développe cette méfiance, cette espèce de paranoïa, bon déjà vis-à-vis des autres c'est pas bon, mais vis-à-vis de soi-même c'est encore pire, on a du mal en fait déjà d'avoir, comment on peut aimer prendre soin de quelqu'un dont on se méfie. Je pense qu'avec cette phrase-là, vous aurez tout compris. Et donc, de ne pas prendre le temps de se reconnecter à nous-mêmes. Donc oui, c'est vraiment un truc qu'on bosse dans le bootcamp. Vous avez le lien en bio, je vous le mettrai en barre d'infos sur YouTube si vous voulez en savoir un petit peu plus à propos du bootcamp. Oui, il ne faut pas être fataliste en fait. Effectivement, il y a une grosse différence, Amy Fatiha, entre croire au destin et être fataliste. Donc là, croire au destin, voilà, je pense que tout le monde sait ce que c'est que croire au destin, c'est, penser que voilà, tout ce que notre vie a été écrite, etc. Donc on suit notre destin tranquillement avec notre libre arbitre. Et puis être fataliste, c'est en mode, tout ce qui m'arrive, je peux rien y faire, je peux rien changer, de toute façon c'est comme ça, c'est Mektoub, on entend souvent dire, mais en mode impuissance en fait, impuissance apprise. D'ailleurs j'ai fait un podcast si vous voulez sur YouTube là-dessus qui s'appelle l'impuissance apprise tout simplement, et qui traite de ça. Donc effectivement, être fataliste, ça nuit grandement à la santé mentale. Grave, elle m'énerve ces images.
Oui, sur je pense les personnes toxiques. Alaykoum salam, Michel, j'espère que vous allez bien. Je suis tout à fait d'accord, être fragile mentalement et psychologiquement est souvent considéré comme un signe de faiblesse. Il faut être fort pour son entourage. Je vous dirais que, déjà, je vous dirais fragile mentalement, je trouve que souvent quand on dit ça, il y a un petit peu comment dirais-je, un jugement de valeur. On peut être dans une situation de vulnérabilité au niveau mental. Ça ne veut pas dire qu'on est fragile, c'est-à-dire qu'on est comme ça, c'est notre personne qui est fragile. C'est que des fois on a des états, on passe des situations dans nos vies, de contexte, etc., où on est en état de vulnérabilité. Et c'est pas parce qu'à un moment donné on est en état de vulnérabilité qu'on est faible en tant que personne. Et effectivement, il y a souvent des gens, quand ils rencontrent d'autres personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité comme ça, psychique, mentale, oui, il faut que tu sois forte, il faut que tu penses à tes enfants, il faut. Mais bon, ça part d'un bon sentiment, hein, mais c'est beaucoup de pression en fait. C'est-à-dire que si vous voulez, tout à chacun a le droit, à un moment dans sa vie, d'éprouver de la vulnérabilité. C'est déjà d'accepter cette vulnérabilité dont l'autre vous parle, c'est l'aider déjà comment dirais-je, à la digérer tout simplement, à écouter. Des fois, vous savez, il suffit juste de se taire, d'écouter. Vous dites je comprends, vous validez les émotions, les sentiments de l'autre et vous allez contribuer à la santé mentale de l'autre. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de ce qu'on peut faire pour nous, mais ce qu'on peut faire pour nous, c'est aussi des choses qu'on peut transmettre aux autres, c'est aussi un positionnement qu'on peut avoir pour prendre soin de la santé mentale de nos proches. C'est la faute à beaucoup de coachs qui veulent créer des problèmes aux gens, ils veulent faire voir du toxique partout. Oh là là, je pensais à rebrancher mon ordi, pardon. Je sais pas s'ils font ça. Vous savez, j'ai remarqué. Attendez, je vais brancher mon ordi pour être sûr que ça ne se paye pas. Alors voilà, je disais, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le coaching ou même dans tout ce qui est des métiers des professionnels de santé parce qu'eux-mêmes, ils ont vécu des choses difficiles, ils ont eu affaire à des personnes toxiques, etc. Donc, ils portent un petit peu, vous voyez, de leur vécu. Ils ont une approche qui est empreinte, entre guillemets, de leur vécu. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une volonté de leur part, vous voyez, de créer un climat, etc. et tout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent bien faire, qui veulent aider. C'est leur ambition, je pense, même première. Mais c'est vrai qu'après, ça crée un petit climat, entre guillemets, anxiogène, en conséquence. D'ailleurs, une fille a dit « Un pervers narcissique ne peut pas changer » et subhanallah, j'ai pensé à vous, je me suis dit, je suis sûre qu'avec une thérapie avec vous, il peut changer, évoluer. Alors, je vais beaucoup vous décevoir dans ce que je vais vous répondre. Alors, si vous voulez, déjà, le terme pervers narcissique, c'est un terme qui vient de la psychanalyse. En psychologie, on parle de la triade, de la dark triade. Si vous voulez, dans la perspective quand on emploie le terme de pervers narcissique, c'est une structure en fait, c'est une structure de personnalité, c'est pas une maladie. Il y en a beaucoup qui restent par exemple avec ce type de personne, ce type de personnalité c'est vrai, hein, qui est toxique, en se disant oui, il peut changer, c'est une maladie, voire même le pauvre, je vais l'aider, enfin vous voyez, bref, tout ce qui s'ensuit. Mais je casse un petit peu le délire quand même si je pourrais être flattée que vous pensiez qu'avec une thérapie avec moi, cette personne-là puisse changer. Mais je pense que si c'était le cas, bon déjà un pervers narcissique stricto sensu, comme je vous disais, c'est une structure de personnalité, c'est pas une maladie. Donc il est comme ça, il a été structuré par son environnement, il est en tant que personne comme ça. C'est un squelette si vous voulez, de personnalité, je sais pas comment vous dire ça, donc c'est peu probable. Par contre, on peut avoir des traits de perversion sans être pour autant pervers narcissique ou perverse narcissique. Donc là, oui, quand on a juste des traits, on peut bosser dessus. Si on se responsabilise, si on accepte de le reconnaître, quand je vous dis on fait ce travail sur son ego, si on se responsabilise, si on est d'accord pour mettre en place les actions, voilà. Si à toutes ces conditions-là, oui, la personne peut évoluer, on peut évoluer, mais sinon c'est quand même tendu. Le rejet de la psychologie ne concerne pas qu'une communauté ou un groupe de personnes. Oui, complètement, je suis d'accord. La santé mentale est-elle le résultat d'un manque de considération ou non des proches ? La santé mentale est-elle le résultat d'un manque de considération ou non des proches ? Vous voulez dire les affects sur la santé mentale ? Oui, ça joue, hein, ça joue. Je dirais pas que c'est le résultat, mais c'est une variable. On doit être disponible combien d'heures par jour pour le bootcamp ?
Franchement, je vous dirais... Allez, en fait, si vous voulez, je vous dirais 1 heure, mais c'est pas ancré. Mais si vous travaillez, si vous vous y mettez 2 jours dans la semaine, pendant 2 heures, en fait, ça dépend comment vous participez parce qu'il y a, donc c'est un bootcamp. Voilà, je fais une petite parenthèse pour répondre à Mel. Le bootcamp, c'est 6 semaines où on travaille sur les blocages psychologiques, la connaissance de soi, pour arriver vraiment à l'épanouissement, à la maîtrise de soi, des émotions, etc. C'est 6 semaines où on travaille un module par semaine. Donc vous recevez un module dans la semaine où je vous envoie plusieurs parties. Des fois, il y a des semaines, allez, j'envoie tout d'un coup. Des semaines, j'envoie une partie par jour, ça dépend, avec un contenu et des exercices à faire. Donc c'est vrai que le bootcamp, il demande beaucoup d'investissement psychologique, émotionnel. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Celles qui sont passées dans la première session, elles étaient satisfaites. Celles qui ont bossé, elles étaient satisfaites. Et toutes celles qui ont bossé, elles étaient satisfaites, mais elles ont toutes dit, voilà, c'est vrai, c'est du travail, etc. et tout. Donc c'est des actions et c'est de la responsabilité. Donc si vous n'êtes pas dispo tous les jours 1 heure, c'est pas dramatique, ça dépend comment comment vous avancez dans les exercices, comment vous participez sur le groupe WhatsApp, parce qu'il y a un groupe WhatsApp aussi où on échange beaucoup, les bootcampeuses, elles s'échangent entre elles, moi je les laisse jouer vous voyez, un petit peu travailler le côté psycho, etc. entre elles, quand on patauge un peu, j'amène un petit peu, mais voilà, je suis pas en mode toute sachante, etc. On discute entre nous. Il y a aussi... donc, il y a les lives participatifs 1 fois par semaine où on bosse la thématique du jour. Et le deuil de l'ego, d'ailleurs, j'en parle dans le bootcamp. J'essaierai de vous faire Le deuil de l'ego, si vous voulez, c'est de... je suis désolée parce que je vous parlais du bootcamp. Donc, le bootcamp, il y a aussi une session de boost coaching tous les 15 jours que là, on fait en individuel. Donc, vous voyez, ça peut être réparti, pas forcément quotidiennement, ou je vous dirais 1 heure par jour, mais c'est vraiment pour être très, très large. Mais je pense en 2 heures... Voilà, je vous dirais, ça dépend comment vous investissez en fait, mais c'est pas forcément, vous pouvez faire ça le week-end, enfin vous voyez, on est flexible. Si vous pouvez pas assister au replay, au live participatif, je vous le mets en replay dans l'espace de formation, enfin c'est flexible. Hein. Alors, Sobrown nous dit, je vais bientôt y aller, parce que comme vous pouvez le voir ou pas sur l'écran, j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Le deuil de l'ego, vous savez, c'est parfois notre ego, il nous empêche de faire des choses, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens vont penser de toi, comment on va te regarder, on va te prendre pour une folle, on va croire que t'es faible. Ça, c'est l'ego qui nous joue des tours. Et quand je dis le deuil de l'ego, c'est de passer au-delà de cette crainte qu'on a pour notre ego pour pouvoir se responsabiliser justement. Donc, par exemple, demander de l'aide ou chercher des ressources, mettre en place des actions pour trouver cet équilibre. Le bootcamp sera en ligne. Oui, le bootcamp, c'est, on va dire, une immersion virtuelle, si vous voulez. J'aimerais faire le bootcamp, mais à distance, est-ce possible ? Oui, tout est à distance. Du temps que vous avez du Wi-Fi ou de la data, ça passe. Alaykoum salam, souvent chez certains musulmans, la santé mentale n'existe pas. Ils vont justifier le mal d'une personne par un mal occulte, sorcellerie. Bon, l'un n'empêche pas l'autre, je vous dirais, mais voilà, c'est une manière de faire un déni, si je puis dire. Alors, je vais... Attendez, je regarde si... Oh là là, il y a encore beaucoup de commentaires. Je suis vraiment désolée. Il va falloir que j'y aille parce que j'ai d'autres engagements. C'est frustrant pour moi de ne pas pouvoir lire tous vos commentaires. Vous savez ce que je vous propose ? Si vous voulez copier-coller votre commentaire et me le mettre... parce que je vais mettre la vidéo, ça s'appellera La santé mentale sur la chaîne YouTube Ma Psy en ligne chez moi. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et si vous pouvez me mettre vos commentaires ou vos questions dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, comme ça je pourrai lire vos commentaires et je pourrai surtout y répondre. Et ça profitera à tout le monde. Donc voilà, je vous propose ça. Je suis désolée, je vais devoir nous arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie d'avoir encore participé en masse. Vous êtes des dizaines. Pour un petit compte comme moi, franchement, c'est un plaisir. Je suis super contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Les 4 mots que je voulais que vous reteniez, c'est l'ego, la responsabilité, l'action et l'équilibre. Pour optimiser votre santé mentale, il faut faire un travail sur votre ego. Il faut accepter que parfois on a des situations de vulnérabilité où on a besoin d'être aidé, etc. C'est d'accepter notre propre humanité. Ça, c'est un travail de l'ego. Prendre ses responsabilités, c'est-à-dire se dire ok, c'est à moi de gérer la chose, j'attends pas après Pierre, Paul, Jacques pour faire les choses. Action, il faut mettre en place des actions pour optimiser votre santé mentale. C'est pas un truc qui va arriver en claquant des doigts. Et enfin, l'équilibre, tout ça pour être dans une optique d'équilibre entre le corps, l'esprit, l'âme, la spiritualité. C'est ce que je vous conseille.
d'avoir comme optique. En tout cas, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Prenez soin de vous et si tout va bien, je vous dis à dimanche prochain pour notre live participatif de la semaine. Je vous mettrai le sondage vendredi ou samedi. D'ailleurs, cette semaine, vendredi, j'avais oublié et c'est une abonnée qui me l'a rappelé en MP sur Instagram. Non, c'était sur Facebook. M'a dit on fait pas de live dimanche. Alors j'ai mis le sondage. Voilà, alors, vous voyez, je suis souvent... Je sais plus trop quel jour on est dans la semaine, etc. J'ai un peu la tête dans le guidon. Donc là, elle me l'a rappelé, boum, j'ai mis le sondage. Donc si vous voyez que j'oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. Je vous mettrai le sondage donc vendredi ou samedi pour le sujet de la semaine prochaine. Je vous remercie encore, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt, bye bye.